Système thermodynamique à l'équilibre. Les systèmes thermodynamiques traitent des systèmes avec un très grand nombre d'éléments en interaction qui sont caractérisés par des chocs entre les particules et qu'on va étudier en mesurant des grandeurs moyennes, des grandeurs intensives comme la pression, qui vont résulter de la moyenne du comportement d'un très grand nombre de particules. Alors pour les particules, on peut définir dans un gaz ou un liquide un libre parcours moyen. Ce libre parcours moyen on pourra en connaître l'ordre de grandeur en disant que la particule qui va à une vitesse v franchit une longueur L jusqu'à heurter une particule, et donc il y a on peut, avec le volume molaire et le nombre d'Avogadro, déterminer le nombre de molécules qu'il y a en moyenne par mètre carré, donc le volume le volume réservé à chacune des molécules, donc la distance que doit parcourir une molécule pour en rencontrer une autre. On arrive à 10-7 mètres pour les gaz et 10-10 mètres pour les liquides, 10-10 mètres étant l'ordre de grandeur de la taille des molécules. Pour les gaz, on constate que les molécules font approximativement 800 fois leur diamètre avant d'heurter une autre molécule. L'énergie cinétique moyenne de toutes ces molécules est proportionnelle à la température et peut se calculer avec 3,5 de kBt pour un gaz monoatomique. Si on égale cette énergie cinétique, si on cherche finalement la vitesse moyenne des molécules, avec la formule de l'énergie cinétique, on retrouve approximativement la vitesse du son. Kb est la constante de Boltzmann qui permet de relier énergie cinétique et température, et c'est 1,38 10-23 joules par Kelvin. Donc le système thermodynamique est caractérisé par un très grand nombre de molécules. On dit qu'il est fermé quand il n'échange pas de matière avec l'extérieur et qu'il est isolé quand il n'échange ni matière ni énergie. L'équilibre thermodynamique résulte de l'équilibre mécanique plus de l'équilibre thermique plus de l'équilibre de diffusion. Un gaz parfait a des grandeurs qui respectent la loi des gaz parfaits, PV égale nRT, avec R égale 8,31 joules par mol par Kelvin. L'énergie interne qu'on appelle U est la somme de toutes les énergies cinétiques et énergies potentielles pour toutes les particules faisant partie de l'ensemble considéré. C'est une fonction d'état extensive, parce que si on ajoute deux systèmes qui comportent chacun un certain nombre de molécules, l'énergie totale se cumule. La variation d'énergie interne va être une fonction de la variation de température, et on va définir comme coefficient un CV à volume constant et un CP à pression constante, donc du égale CPdt ou du égale CVdt à volume constant. Cette capacité calorifique peut se décliner en capacité calorifique molaire ou massique en fonction qu'on ramène cette grandeur à un nombre, à 1 mol ou à 1 kg de matière. Idem pour la capacité à pression constante qui peut être molaire ou massique. Pour un gaz parfait monoatomique, l'énergie interne est égale au nombre de particules multiplié par l'énergie cinétique moyenne, c'est-à-dire n 3,5 de kBt égale 3,5 de nr, parce que n kb ça va faire un nombre nrt, et la variation d'énergie interne va du coup être égale à 3,5 de nr dt, n étant le nombre de moles et r étant la constante de la loi des gaz parfaits. Ce qui nous fait par identification avec cette formule-là, un CV égale 3,5 de nr. Pour un gaz diatomique, on passe à 5,5 de nr. Le fait qu'on rajoute nr provient du fait qu'on ajoute des degrés de liberté. Un gaz diatomique peut également tourner sur lui-même. Les molécules peuvent également avoir des rotations. La relation de Mayer que l'on obtient
en partant de la relation de l'enthalpie H égale U plus PV égale U plus nRT. Si on prend la différentielle de cette grandeur, ça fait dH égale du plus nRT. Et donc, si on dérive ensuite par rapport à t, dH sur dt égale du sur dt plus nr. Or, dH sur dt, on verra tout à l'heure que ça se ramène à Cp et que du sur dt se ramène à Cv. Et donc la relation de Mayer nous dit que Cp moins Cv égale Nr. C'est aussi normal de trouver que la capacité calorifique à pression constante est supérieure à la capacité calorifique à volume constant, puisqu'à pression constante, le système peut gagner du volume, donc doit travailler contre les forces de pression. Donc on aura une variation de température plus faible pour un même apport d'énergie. La capacité à pression constante pour un gaz monoatomique, c'est donc 5,5 de Nr. C'est pour un gaz pour des molécules biatomiques, ça passe à 7,5. On a encore la relation de Mayer qui nous permet de passer de Cp à Cv. On peut définir gamma comme étant un facteur qui est le rapport de Cp sur Cv, et ce gamma qui est de 1,4 pour l'air est du coup, quand on calcule ce rapport avec les valeurs qu'on a ici pour des gaz monoatomiques, on va trouver 5 tiers et on va trouver 7 cinquièmes pour les gaz diatomiques. C'est une relation c'est un facteur qu'on va retrouver dans d'autres lois thermodynamiques. Donc au final, on peut exprimer la capacité à volume constant en fonction de ce coefficient gamma. Donc c'est le nombre de moles multiplié par R831 divisé par gamma-1 pour le CV. Et pour le CP, c'est le même que ça, mais multiplié par gamma, puisque CP égale gamma CV. Les grandeurs et les diagrammes thermodynamiques vont nous permettre de représenter toutes les transformations. Donc il y a tout d'abord le diagramme de Clapeyron où on exprime la pression en fonction du volume. On va retrouver une courbe de Rosé. Donc la courbe de Rosé va se trouver... C'est le moment où le gaz se transforme en liquide, ça va se trouver ici. Et ici, on va trouver la courbe d'ébullition, le moment où le liquide se transforme en gaz. On voit ici que la transformation liquide-gaz se passe à pression constante, sous cette cloche qui délimite les différents domaines. Un diagramme d'Amaga représente PV en fonction de la pression. Donc bien sûr, pour un gaz parfait, puisque PV égale nRT, eh bien ça fait une constante. Mais pour les gaz réels, on voit que les points sont alignés et on a une fonction de la pression. Enfin, on peut trouver des diagrammes de phase qui sont les diagrammes P-T, pour lesquels on va retrouver un domaine solide, un domaine liquide et un domaine gazeux, avec le point critique pour lequel il n'y a plus de distinction entre liquide et gaz, et le point triple qui délimite les domaines solides, liquides et gazeux. La première loi de Joule nous dit que l'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que de la température. Le premier principe de la thermodynamique nous dit que pour un système fermé non isolé, la variation d'énergie interne, U, delta U, est égale à W plus Q, c'est-à-dire que U est une fonction d'état, elle ne dépend que de l'état, donc que de la température de l'état 1 et de l'état 2, mais pour passer de cet état 1 à cet état 2, il y a énormément de possibilités qui dépendent du chemin suivi lors de la transformation réelle, pour lesquelles on a une variation, on a un travail fourni ou donné par le système, et on a un échange de chaleur, et autant DU ne dépend pas du chemin, mais delta W et delta Q dépendent du chemin suivi. On va définir l'enthalpie comme étant la grandeur H plus PV. En fait, l'énergie interne auquel on retranche PV va nous donner l'énergie nette
l'énergie interne auquel on doit rajouter PV va nous donner l'énergie nette du travail qu'a dû fournir le système pour contrer les forces de pression de l'atmosphère. Puisque delta U, c'est le travail moins l'échange de chaleur, et le travail, c'est moins PdV. Voilà, donc on passe le moins PdV de l'autre côté, à pression constante, et du coup on peut définir cette fonction H qui est la variation d'énergie interne auquel on enlève, donc malgré le plus ici, puisque dans la formule normalement c'est moins PdV, malgré le plus ici, ça veut dire qu'on enlève le travail des forces de pression. La deuxième loi de Joule nous dit que l'enthalpie molaire ne dépend que de la température. L'enthalpie molaire, ça veut dire que dH par rapport à dt, donc ça c'est l'enthalpie molaire, va être égal à Cp. Et c'est la relation qu'on avait tout à l'heure ici, dH par rapport à dt. On va également définir l'entropie, qui est une fonction d'état qui va permettre de définir comment un système peut évoluer dans le temps, puisque le premier principe est une conservation. Tout principe de conservation ne pourrait pas donner une flèche au temps. Donc cette grandeur, l'entropie, va permettre de le faire, et cette grandeur n'est pas conservative, elle ne peut qu'augmenter. Donc l'entropie est une fonction d'état, c'est-à-dire que ça ne dépend que de l'état du système, de l'état initial à l'état final. Par contre, on va, selon le chemin suivi, échanger une certaine entropie ou créer une certaine entropie. Donc l'énergie échangée avec le système extérieur, eh bien ça va être Q sur T, T étant la température de la surface d'échange, plus l'entropie créée. Donc pour un système, pour une transformation réversible, l'entropie créée est nulle. Par contre, si l'entropie créée, si on a affaire à une transformation irréversible, alors l'entropie créée est positive, est positive ou nulle. Ça veut dire que la variation d'entropie ne peut qu'être positive, ne peut qu'augmenter. Clausius énonce tout ceci et résume tout ceci en disant que l'énergie de l'univers est constante, c'est le premier principe, et l'entropie de l'univers ne peut qu'augmenter, c'est le deuxième principe. Boltzmann a redéfini l'entropie en faisant une approche de physique statistique, et il dit que l'entropie est une grandeur proportionnelle au logarithme du nombre de configurations possibles du système, lequel est extrêmement grand, puisque chaque position de la particule différente et chaque quantité de mouvement de particules différentes va donner un état différent pour la particule, et qu'on va sommer toutes les possibilités qu'on a quand on a n particules qui interagissent ensemble. Étant donné que n est très grand, on a ici un nombre qui est très 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 grand. Et donc la constante de Boltzmann qui relie tout ça à l'entropie est une constante avec un exposant très petit, du coup 1,38 10-23 joules par Kelvin. Sur un diagramme PV, donc qui est un diagramme de Clapeyron, un cycle de transformation va permettre de passer d'une certaine vitesse, enfin d'un certain volume, d'un certain couple pression-vitesse à un autre couple pression-volume, et si le chemin de retour de la transformation pour revenir à l'état initial n'est pas le même que le chemin d'aller, eh bien on voit apparaître ici une surface sur un diagramme PV. Or, une surface sur un diagramme PV correspond à une énergie. Alors si la transformation est telle que ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, on aura affaire à un cycle moteur où le système fournit de l'énergie à l'extérieur. Inversement, si on a un diagramme qui tourne dans ce sens-là, on va avoir un cycle récepteur. Ça vient du fait que le travail c'est moins PdV, donc si on fait l'intégrale de, par exemple, ici ce chemin-là, eh bien ça va faire moins PdV, je vais avoir une valeur négative ici, auquel
et donc cette valeur va devoir se soustraire. En fait, j'ai une valeur ici qui est moins PDV qui va être positive, et on va soustraire le moins PDV ici qui va faire une valeur négative, puisqu'on avance, on va dans le sens direct. On a une grande valeur positive auquel on soustrait une valeur négative plus petite et on obtient bien une valeur positive. Les identités thermodynamiques vont nous permettre de calculer l'entropie d'un système notamment. Donc la variation d'énergie interne est égale à la température que multiplie la variation d'entropie, moins la pression que multiplie la variation de volume. La variation d'enthalpie est égale également à TdS, donc température multipliée par variation d'entropie, mais cette fois-ci on ajoute le volume multiplié par l'augmentation de pression. On rappelle que la variation d'entropie pour un système, c'est l'entropie échangée plus l'entropie créée, et que l'entropie créée, du coup, c'est l'entropie du système moins l'entropie échangée avec l'extérieur. Alors la variation d'entropie du système étant une fonction d'état, elle ne dépend que des grandeurs de l'état initial et de l'état final. Et on va retrouver ça, et donc on peut retrouver des formules à partir des identités thermodynamiques qui nous permettent de calculer cette variation d'entropie pour un couple pression-volume, sachant qu'on est parti d'un couple pression-volume initial. Et on trouve que la variation d'entropie pour le système, c'est NR sur gamma moins 1, logarithme de PV gamma sur P0 V0 gamma, cette formule étant valable à température constante. Puisque la température n'intervient pas dans la formule. Ou alors la variation d'entropie du système est égale à NR gamma sur gamma moins 1 logarithme de T2 sur T1 moins ln de P1 sur P2, cette formule étant valable à volume constant. Et enfin, la variation d'entropie du système peut aussi être égale à NR sur gamma moins 1 ln de P2 sur P1 plus gamma ln de V2 sur V1. Cette formule étant aussi valable à température constante. Des transformations peuvent être isothermes, ça veut dire que la température au temps t est toujours égale à la température initiale et à la température finale, c'est-à-dire la température ne change jamais. Isochore, le volume est constant, le volume au temps t est égal au volume initial, il est égal au volume à l'état final. Plus souvent, une transformation va être monotherme plutôt qu'isotherme, c'est-à-dire que la température finale est égale à la température extérieure, est égale à constante, est égale à la température initiale aussi, mais par contre n'est pas égale à la température pendant l'évolution du système. On fixe l'état d'arrivée et l'état final, mais on ne fixe pas ce qui se passe entre les deux. Une transformation va être isobare si la pression au temps t si la pression initiale et la pression finale est constante et est égale à la pression à n'importe quel moment. Et une transformation va être monobare si on fixe l'état d'arrivée et l'état final, mais qu'on n'impose pas à la pression d'être toujours égale à cette pression-là, et elle peut évoluer entre les deux états initiaux et finaux. Un changement d'état on considère un changement d'état pour lequel la pression est égale à la pression extérieure et est à peu près constante. Donc dans ce cas-là, on va avoir une variation, l'échange thermique va permettre de faire le changement d'état en faisant varier l'enthalpie du système. Donc l'enthalpie, c'est pour la pression constante, et la variation d'enthalpie du système pour le changement d'état va nécessiter une certaine énergie Q qu'on va appeler la chaleur latente de l'eau pour une mole. La variation d'entropie du système pendant ce changement d'état, vu que ça se fait à température constante, eh bien c'est égal au nombre de moles multiplié par l'enthalpie de changement d'état du système divisé par la température du changement d'état, car celle-ci est constante. Enfin, on peut avoir une équation pour remplacer l'équation des gaz parfaits qu'on appelle l'équation de Van der Waals, dans laquelle on retrouve PV égale nRT, mais à P on doit ajouter un facteur qui est N2A sur V carré,
et AV, on doit soustraire un facteur qui dépend du nombre de moles. Voilà. Et donc, cette équation de Van der Waals permet, quand on trace un diagramme PV, de trouver des courbes qui ont cette forme mathématique, mais qui sont exactement les courbes, quand on tronque cette partie, qui sont les courbes qu'on observe sur le diagramme PV de Clapeyron et qui font cette forme de cloche qui caractérise le changement d'état. Si on résume, pour une transformation isotherme, donc à transformation constante, la variation d'énergie interne est nulle, puisque l'énergie interne ne dépend que de la température. La variation d'enthalpie est nulle, puisque la variation d'enthalpie ne dépend que de la température. Donc du est égal à 0, et ce qui signifie qu'à tout moment, en fait, la variation de chaleur est égale à moins la variation à moins le travail des forces extérieures. Or, le travail des forces extérieures, qui est moins la somme de P dV, pour une transformation réversible, va pouvoir s'écrire en faisant le logarithme de dV de PDV et en remplaçant P par sa valeur issue de l'équation des gaz parfaits, on va avoir moins NR log de V2 sur V1, qu'on peut aussi écrire moins NR logarithme de P2 sur P1. Donc la chaleur échangée, c'est l'opposé du travail échangé. On se trouve dans une situation où PV égale constante, c'est la loi de Mariotte. La variation d'entropie échangée, c'est Q sur la température extérieure, et la variation d'entropie la variation de l'entropie en tant que fonction d'état qui ne dépend que de l'état d'arrivée et l'état de départ se calcule avec NR sur gamma moins 1 ln de P2V2 exposant gamma sur P1V1 exposant gamma. Pour une transformation isochore, c'est-à-dire à volume constant, la variation d'énergie interne se calcule avec CV dt et est égale à NR sur gamma moins 1 delta T, et la variation d'enthalpie se calcule avec CP dt, c'est gamma NR sur gamma moins 1 dt. Dans ce cas, du est égal à delta Q plus 0, puisqu'il n'y a pas de travail des forces extérieures, puisque le volume est constant. Voilà, donc travail égale 0. Ce qui fait que la chaleur échangée est égale à la variation d'énergie interne. On peut réécrire l'équation des gaz parfaits sous forme P sur T égale constante, c'est la loi de Charles. La variation d'entropie échangée, c'est la variation de chaleur divisée par T, qu'on ne pourra, puisque T n'est pas constant, on ne peut pas assommer tout ça et on doit en calculer une intégrale avec CV dt sur dt. La variation d'entropie du système, avec la loi des gaz parfaits, s'écrit NR sur gamma moins 1 ln de P2 sur P1. Pour une transformation isobare à pression constante, la variation d'énergie interne, c'est CV delta T, c'est NR delta T sur gamma moins 1. La variation d'enthalpie est égale à CP delta T, et on retrouve la même fonction avec le gamma devant. Du est donc égal à delta Q plus delta V, rien n'est nul là-dedans, puisque la pression est constante mais le volume ne l'est pas. Donc le travail des forces extérieures, on peut sortir la pression de l'intégrale, et donc la somme de PDV, ça fait V entre l'état 2 et l'état 1, donc finalement la variation de volume, moins P extérieur, V2 moins V1. L'énergie échangée est égale à la variation d'enthalpie, puisqu'on est ici à P constante, donc l'enthalpie à la grandeur qui permet de calculer tout ça de manière efficace. La loi des gaz parfaits s'écrit V sur T égale constante, c'est la loi de Gay-Lussac. L'entropie échangée est égale à la variation de chaleur, à la chaleur échangée divisée par T, et c'est pareil, on doit en faire une intégrale puisqu'il n'y a rien de constant là-dedans. Par contre, la variation d'entropie du gaz parfait se calcule avec NR gamma sur gamma moins 1 ln de V2 sur V1. Pour une transformation adiabatique, delta U égale CV delta T égale NR delta T sur gamma moins 1, rien n'est constant là-dedans, tout peut se calculer. Delta H est égal à CP delta T est égal à gamma NR sur gamma moins 1 delta T.
Enfin, du égale delta Q plus delta W, mais delta Q est nul, donc on a la variation d'énergie interne qui est égale au travail des forces de pression. Ce travail total des forces de pression est égal à NR T2-T1 sur gamma-1, ou 1 sur gamma-1 multiplié par P2V2 moins P1V1. L'énergie échangée est nulle, puisque c'est par définition, c'est adiabatique. Ça se traduit par la loi de Laplace qui dit que PV gamma égale constante, ou TV gamma moins 1 égale constante, ou T gamma P1 moins gamma égale constante. La variation d'entropie échangée est nulle, puisqu'il n'y a pas de transfert de chaleur avec l'extérieur, et la variation d'entropie du gaz parfait va se calculer avec NR gamma sur gamma moins 1, ln de PV gamma sur P0 V0 exposant gamma. Mais tout ça est nul, puisque d'après la loi de Laplace, PV gamma égale constante. Pour les machines thermiques, monothermes, alors en fait, une machine thermique monotherme, ça serait une machine qui est en contact avec un seul thermostat extérieur à une température. Donc on peut lui fournir ou elle peut donner du travail, elle peut échanger de la chaleur, mais le premier principe nous dit que delta U égale W plus Q égale 0. Donc on en tire que Q égale moins W. Et en fait, par contre, la variation d'entropie nous dit que c'est la Q sur T0, donc ça c'est l'échange avec l'extérieur, plus l'entropie créée. Mais là, ça doit être égal à 0, puisque l'entropie, puisqu'on est ici dans un système non, la variation, c'est pas forcément égal à 0. En fait, on a Q qui doit être égal à, si la variation d'entropie est nulle. La variation d'entropie est nulle. Ce qui fait du coup que Q doit être égal à moins T0 fois l'entropie créée. L'entropie créée ne pouvant qu'être positive, ça veut dire que W, qui est égal à moins Q, ne peut qu'être positif. Autrement dit, la seule machine monotherme possible, c'est le radiateur, avec le travail positif, avec un travail fourni positif, donc par exemple une énergie électrique, et une chaleur fournie au système, donc le radiateur qui reçoit de l'énergie électrique et qui chauffe la pièce. Mais l'inverse ne pourrait pas exister, un moteur monotherme n'existe pas. Pour un moteur ditherme, donc où on échange un travail, une machine ditherme pour laquelle on échange un travail, il y a une chaleur qui est échangée avec une source chaude et une autre qui est échangée avec une source froide, la variation d'énergie interne est égale à W plus Q chaud plus QF égale 0, ça c'est le premier principe, et la variation d'entropie nous dit que Q chaud sur T chaud plus Q froid sur T froid plus l'entropie créée est égal à 0, puisqu'on a une machine qui forme un cycle et qui revient toujours à son état initial. Donc en fait, on va distinguer trois cas. Une machine thermique est un moteur, enfin du moins, on va avoir une machine qui est un moteur si le travail fourni est négatif, c'est-à-dire que la machine fournit du travail à l'extérieur, mais dans ce cas-là, par l'inégalité de Clausius sur les chaleurs échangées et les températures, on s'aperçoit que l'énergie qui provient de la source chaude ne peut l'énergie de la source chaude ne peut qu'être négative et de la source froide ne peut qu'être que positive. Il va fournir, il va prendre de l'énergie à la source chaude et il va fournir de l'énergie à la source froide. Donc dans ce cas-là, on va parler du rendement de la machine qui est le travail fourni divisé par la chaleur prise à la source chaude. Une machine thermique, donc ça va être l'inverse d'un moteur, c'est par exemple un frigo ou un frigo ou un climatiseur. Dans ce cas, on va devoir lui fournir un système et il va prendre de l'énergie à une source chaude il va prendre de l'énergie à une source froide pour pouvoir la restituer à une source chaude.
Donc en fait, il va forcer le passage des calories du froid vers le chaud, alors que ça ne peut pas se faire spontanément. Dans ce cas-là, on ne définit pas un rendement, mais une efficacité qui est la chaleur prélevée à la source froide divisée par l'énergie fournie à la machine pour effectuer tout ça. Le rendement de Carnot nous dit qu'un rendement moteur réversible est égal à 1 moins la température froide sur la température chaude. Ça ne peut pas être plus élevé que ça parce qu'on doit évacuer une certaine quantité de chaleur dans la source froide qui provoque une perte d'entropie qui compense le gain d'entropie du système dû au fait d'avoir récupéré et d'avoir fait baisser la température du corps chaud en lui ayant prélevé de l'énergie. Pour un frigo, on définit l'efficacité qui est la température froide divisée par T chaud moins T froid, qui peut aussi s'écrire pour une PAC T chaud sur T chaud moins T froid. C'est pas tout à fait la même formule que pour un frigo. Pour une machine à écoulement, le premier principe s'écrit finalement en faisant apparaître la variation d'enthalpie du système. Donc on va avoir cette variation d'enthalpie s'écrit WU plus Q. Donc sur le diagramme des frigoristes sur lequel on fait apparaître le logarithme de la pression en fonction de l'enthalpie, quand on va avoir des étapes de transformation dans lesquelles la variation d'enthalpie est nulle, donc on va se retrouver ici sur des verticales. Alors variation d'enthalpie nulle, ça sera aussi des isothermes. On va retrouver sur ces diagrammes des isoentropes, voilà, qui vont être des courbes inclinées. On va retrouver la courbe de Rosé, et la courbe de condensation, enfin, la courbe de Rosé et la courbe d'ébullition. On va retrouver des courbes isotitres et on va retrouver les isothermes qui sont verticales ou quasi verticales ici et qui sont horizontales sous la courbe de Rosé ébullition et qui terminent par cette fonction-là. Et d'ailleurs parfois ça se termine par une courbe qui est complètement verticale de manière à avoir une transformation isothalpe.